Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Les chichis, chouchous, les coups de soleil, sans oublier les beaux moments plage et les délicieuses pizzas qu'on mange que l'été, va falloir troquer tout ça contre un cartable et 8 heures de cours. Voilà pour le côté des enfants. Pour celui des parents, c'est plutôt adieu la tranquillité des vacances, retour au charbon, aux promesses faciles de la politique et à la propagande, ainsi qu'au grand n'importe quoi qui n'a fini de croître ces derniers mois, dont le rideau va bientôt se fermer. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition France et Canal historique avec Philippe et Jean-Pierre, ainsi que vous-même, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors on est en version réduite, ça nous arrive de temps en temps, 3 personnes, mais bon, on fera mieux les prochaines fois et à partir de la rentrée, puisque comme vient de l'évoquer à l'instant Sylvain, nous fermons le rideau de l'été en quelque sorte. L'été, on est le 30 aujourd'hui, 30 août. Demain le 31 qui me fait toujours penser à cette chanson, le 31 du mois d'août, une frégate d'Angleterre, etc. J'aime toujours ce moment privilégié où en plus la météo est assez souvent clémente à ce moment-là et douce. Donc voilà, donc c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc pour une fin d'été, c'est plutôt bien. Et puis on va s'apercevoir bien sûr que cette fin d'été, elle va pas se prolonger doucement. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, on va apprendre des choses, comprendre des choses, entendre et voir des choses qui vont secouer non seulement en France, mais je pense à l'international. Voilà, on va essayer de les préparer, de les annoncer, de dire quelles seront ces choses-là, qui à notre avis vont changer, sinon le monde complètement, mais en tout cas une partie de la vision que nous en avons pour certains d'entre nous et pourquoi pas pour nous-mêmes d'ailleurs, puisqu'on n'est pas à l'abri de découvrir des choses qu'on n'imaginait pas et on est très humble par rapport à tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Alors je veux bien passer la main à qui la veut en attendant qu'on développe ce thème. Jean-Pierre, peut-être un petit mot en introduction. Il y a pas mal. Moi, la fin de l'été, c'est pas très grave. En fait, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, la fin de l'été, c'est pas très grave. C'est un jour comme un autre. Bon, c'est juste qu'on aura un peu moins de chaleur. Et il y en a qui s'en plaindront pas, et il y en a qui vont s'en plaindre, et il y en a qui vont se réjouir d'aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, c'est le seul jour qui compte dans la vie. Merci. Il a bien raison, et pourvu que ça reste l'été, pas trop chaud, pardon. Il faut pas oublier une chose, c'est que la fin de l'été, on appelle forcément à nouveau. Ça, il faut pas plaisanter non plus, quoi. Bon, on va regarder l'actualité en images si vous voulez bien. Vous allez voir, elle est bien l'actualité en images, et puis on se retrouve juste après. À quoi servent les poètes dans une société comme la société d'aujourd'hui? Je crois que c'est nécessaire à la santé des gens. Une chanson peut, quand elle est belle, quand elle est poétique, elle peut vous émouvoir beaucoup. C'est important ça d'être ému. Quand on l'est plus jamais, c'est grave. Est-ce qu'on en demande trop aux artistes aujourd'hui, Pierre Richard? Chacun le vit comme il le sent, et s'il le sent mal, on aurait tort de le lui reprocher. Mais ceci dit, c'est le rôle des politiques de parler, c'est pas le rôle enfin, oui et non. C'est difficile de répondre à cette question. Mais là, par exemple, on est jeudi, il y a la COP28 qui démarre aujourd'hui à Dubaï. Le climat, c'est un de vos combats, la défense de l'environnement. Ouais, c'est totalement absurde. Je veux dire tout de suite, c'est quand même le comble. Il y a 3 ans, le GIEC avait dit attention, il faut tout changer, et on a 3 ans pour le faire. Ouais. Ça n'a pas bougé. Les COP se suivent et rien ne bouge vraiment. Bon. Alors en plus, à Dubaï, c'est comme si vous mettiez un vampire à la tête d'une banque de sang. Vous n'êtes pas malheureux dans la vie? Ah non, je suis particulièrement heureux même. Ouais. C'est pour ça que je peux regarder le malheur avec d'un œil rigolard. Je vous souhaite de ne pas oublier de regarder en l'air. Je vous souhaite de résister à la tyrannie des fausses urgences, parce qu'il n'y en a qu'une, le temps de vivre, et que ça passe très vite. Et à vous, on vous souhaite quoi, Pierre Richard? Mais ça. Le temps de vivre et le temps de continuer à regarder le ciel. Parce que ce qui se passe en bas, c'est pas terrible. Excellentissime ce monsieur, Pierre Richard. Oui, un artiste qui nous a beaucoup fait rire dans tous les films dans lesquels il a tourné. Et puis il dit des choses intéressantes. Il parle du rôle de l'artiste et il dit c'est pas à moi de dire ça, c'est aux politiques. Nous, au sein du CNTFCH, on pense que les politiques, déjà, on n'en a plus besoin et que ce sera justement aux gens, artistes ou pas artistes, de prendre la parole. C'est à nous de prendre la parole. Il faut pas laisser la pensée et la parole, encore moins, à des gens qui nous représentent et qui n'en font qu'à leur tête et qui nous font basculer dans un sens de pensée ou dans un autre.
Là, visiblement, monsieur Richard, il est aussi très attaché à la problématique liée au réchauffement climatique, etc., avec le GIEC. Bon, il a dit rien ne s'est passé, donc il est déçu. Et nous, on sait pourquoi il est déçu, parce que finalement, c'était tempête dans un verre d'eau, cette affaire-là. Ce sont des solutions pour nous mettre dans la peur, mais il n'y a rien de concret derrière tout ça. Et le poète qu'il est, effectivement, regarde en l'air. Ça me fait penser d'ailleurs certains de ces personnages au cinéma qui regardaient un petit peu trop en l'air et qui étaient un tout petit peu trop distraits et qui se prenaient les réverbères dans le nez. Et ça, c'est la contrepartie d'une poésie trop marquée. Mais regarder en l'air, oui, effectivement, c'est important et nous fait rire aussi. Donc, merci à lui. S'il est heureux, et qu'il l'avoue et qu'il le reconnaît, c'est encore mieux. On a besoin de savoir que des gens sont heureux sur la mer ou sur la terre, d'ailleurs, pour un petit peu compenser le malheur qui trop souvent frappe, mais dont il faut savoir aussi s'extraire. Il le dit lui-même, ça me permet de regarder d'un œil rigolard le malheur. Alors, je pense pas qu'il y ait du mépris dans ce qu'il dit. Même pas du tout. Je pense qu'il a compris que pour lutter contre le malheur, il faut savoir aussi vivre correctement, vivre bien et surtout rire également. Donc voilà, donc monsieur Pierre Richard, sympathique poète et acteur, comédien, qui est toujours en forme à ses 90 ans et quelques. Bravo à lui. J'adore sa façon de s'habiller, j'adore ses chaussures et j'adore son humour. Jean-Pierre, je suis sûr que tu veux nous parler de Pierre Richard. Oui, alors j'ai relevé un mot. Il a dit c'est aux politiques de dire quelque chose. Bon, eh bien, chaque citoyen dans une démocratie est un véritable politique. Alors il y a des faux politiques qui font semblant de gouverner le monde et pour s'en mettre plein les poches ou alors pour piloter le monde et pour calmer leur peur qu'ils ont des autres. Mais je relève que finalement c'est à chaque citoyen d'accomplir son rôle politique. Oui. Merci. C'est un petit peu, on se rejoint. On se rejoint sur ce qui a été dit sur effectivement la réflexion de Pierre Richard par rapport au discours qui serait réservé aux politiques. Ben non, on n'est pas d'accord là-dessus. Les politiques, c'est nous et c'est nous qui allons gérer la cité bientôt. Et il faut s'habituer à prendre la parole au nom évidemment, de ceux que nous représentons et que nous sommes, c'est-à-dire les citoyens et les êtres humains en général. Voilà ce qu'on peut dire. Alors on est un petit peu sentencieux, mais bon, à partir de cet entretien qui n'avait rien de comico-comique d'ailleurs, hein, il était plutôt nostalgique, il était plutôt en demi-teinte cet entretien-là que j'ai trouvé très beau. Et effectivement, avec un monsieur clown qui ne se prend pas pour autre chose qu'un clown et qui revendique cette position-là. Et je trouve ça merveilleux et qui effectivement était habillé comme un artiste, comme un clown, comme tout ce que vous voulez, en tout cas comme un être libre, libre dans sa tête. Et c'est important d'être libre dans sa tête. Alors justement, est-ce que ça peut nous faire une transition? Alors, Ah bah oui, pour le sujet du jour, absolument, absolument. Alors tu as dit tout à l'heure, effectivement, nous saluons la fin de l'été, et pour cette fin d'été, eh bien, nous allons justement regarder ce qui va se passer un petit peu derrière, donc nous allons lever le rideau sur les choses. Fin d'été pour une levée de rideau, le thème de ce vendredi. Ben voilà, donc moi, ce que je voudrais revenir sur la notion de liberté d'expression. Alors pourquoi lever de rideau? Parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont arrivés récemment et qui auront des répercussions dans les jours, mois, peut-être années à venir, on ne sait pas. Je pense notamment à monsieur Duroff, qui est ce monsieur qui est le propriétaire et fondateur de Telegram, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Et plus le temps passe, et plus, je dirais, la narration autour de cette arrestation française, donc de ce monsieur, est en train d'évoluer. Voilà, donc là, on en est aujourd'hui à mettre en cause le fait que le gouvernement français continue de prendre en compte ou pas la fameuse liberté d'expression. Puisqu'il s'agit de ça, en définitive, quand on va au bout des accusations qui lui sont faites à ce monsieur, en fait, il lui est reproché essentiellement par le gouvernement français de ne pas avoir ouvert ses codes, toutes les choses les plus secrètes qui garantissent la sécurité des échanges. Alors, bon vouloir, parce que effectivement, il doit y avoir 2 ou 3 bandits qui travaillent sur des groupes Telegram spécifiques et auprès desquels ils aimeraient bien, évidemment, pouvoir intervenir. Et devant le refus de ce monsieur, donc monsieur Duroff, qui lui privilégie une chose qui lui semble plus importante, ce qui est la liberté d'expression, devant ce refus, ils vont le garder ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il arrête de refuser, quoi. On a vraiment l'impression que c'est un bras de fer dans ce sens-là. Alors, on sait déjà qu'il y a des pays comme la Russie, des pays comme le Qatar, qui se sont, je dirais, mobilisés pour déjà
de très près observer ce qui se passe entre le juge devant lequel il se trouve et Monsieur Duroff, qui est en face d'un juge d'instruction. Hein. Alors, on n'a pas les détails, à moins on est au jour le jour. Là, donc peut-être chaque minute qui passe peut nous apporter des informations complémentaires sur ce dossier. Mais aux dernières nouvelles, en tout cas, il était toujours devant le juge et à se faire poser des questions, quoi. Donc, il est sûrement représenté par un avocat, j'en doute pas non plus. Il a suffisamment de moyens pour se faire défendre. Mais ce qui est en jeu, c'est des grands principes. Et ce qui est en jeu, c'est est-ce que la France est toujours le pays de la liberté et en particulier de la liberté d'expression. Donc on en a quelques doutes. Oui, je te vois hocher de la tête. Ah oui, oui. Je dis oui, la France est le pays des libertés et malheureusement, il y a une poignée de truands qui font semblant de gouverner la France et qui ne gouvernent rien. Donc cette poignée de truands qui se prénomment de la République, ça, évidemment, c'est privateur de liberté. Mais la France, elle est éternelle et elle applique royalement sa devise liberté, égalité, fraternité, dans les sens déjà expliqués. Merci Jean-Pierre. Un autre commentaire, Sylvain? Ah non, moi j'ai dans le même sens que Jean-Pierre, je suis complètement d'accord. Ah, t'es d'accord avec lui. Bon, on passe à la rubrique suivante. Alors, cette année, cette rentrée de septembre, on nous dirige tout droit vers le mois de novembre, vous allez me dire. C'est un petit peu évident. Mais au mois de novembre, on va assister aux élections présidentielles américaines. Donc ça va être quelque chose d'assez important qui risque de changer un certain nombre d'orientations. On a aux États-Unis, bien sûr, dans le monde également, dans les relations avec la Russie, par exemple, pour ne parler que de ça. Et puis l'arrêt des guerres, de toute guerre, de toute nature. On verra si c'est possible. On ne sait pas quel est le bon cheval, pour être tout à fait franc, on a une partie des vérités et on n'a pas toutes les vérités qui nous viennent d'outre-Atlantique. Donc on se gardera de prendre fait et cause pour l'un ou pour l'autre. A priori, Madame Camille Harris ressemble dans sa nature profonde à ce qu'était Monsieur Biden. Quant à Monsieur Trump, alors lui, il s'est adjoint les services de Monsieur Kennedy. Donc ça c'est bien, et de Monsieur Elon Musk qui a dit ça y est, je travaille avec lui, etc. Alors ce sont des figures qui sont souvent suivies et qui sont des figures, on va dire, positives. Plutôt positivement ressenti par la grande majorité des gens. Donc ça, c'est à venir également dans les 2 prochains mois. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec Monsieur Trump et Madame Harris? Oui, je veux... pardon, Sylvain. Bon, j'allais dire, je vais pas prendre de risque, je vais laisser la parole à Jean-Pierre. Alors, les États-Unis d'Amérique ont une devise. Et moi, je regarde la devise d'un peuple et je vois qui l'applique et qui fait partie vraiment de ce peuple qui applique cette devise. Voilà. Tu peux nous la rappeler, Jean-Pierre, s'il te plaît, sans vouloir te demander? Je ne la connais pas. Je les ai toutes regardées un jour dans un dictionnaire. Je les ai trouvées aussi magnifiques les unes que les autres. Et j'ai évidemment particulièrement apprécié la devise de la France, à laquelle j'ai donné des précisions. Mais il y a sur le dollar quelque chose qui signifie à peu près confiance en Dieu ou un pour tous, mais en latin ou quelque chose comme ça. Donc c'est Ordo ab Chao qui apparaît sur le dollar, effectivement, oui, Ordo ab Chao. Et qui signifie eh bien l'ordre à partir du chaos. Voilà, l'ordre à partir du chaos, c'est la résurrection de la nature au printemps. Hein. Ça peut être ça, mais il n'y a pas d'interprétation possible. Il y a aussi l'idée qu'il faut passer par le chaos avant d'avoir de l'ordre. Alors, le problème, c'est que on ne passe pas dans notre monde matériel par le chaos avant d'avoir de l'ordre, puisque le chaos, c'est l'expression de la volonté divine, si on peut dire, juste après qu'elle ait décrété que l'univers soit. C'est-à-dire que tout est en désordre et va s'ordonner par la suite. Tout est dans une forme d'énergie primordiale, mais non différenciée. Et c'est ça le chaos. Donc, ça vient avant la création et non pas dans un monde qui fonctionne déjà. C'est pas la peine de créer du chaos dans un monde qui fonctionne. Nous sortons du chaos. Chaos qui est un mot très noble, puisque c'est l'énergie primordiale dans laquelle tout est contenu sans différence. Alors, il y aurait eu le Big Bang, le chaos et l'arrivée de l'humanité après. Et voilà. D'accord.
Tout va bien. Exactement. Alors le Donc chaos, c'est pas la peine de réintroduire le chaos dans notre humanité. Ceux qui ont cru cela, excusez-moi l'expression, se mettent le doigt dans l'œil ou dans les deux yeux, voire d'accord. ils ont rien compris à la création. Alors moi, j'ai juste une remarque à faire. Je n'ai pas de devise, j'ai pas en tête de devise des États-Unis d'Amérique. Je suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit flagrante. Il y en a sûrement plusieurs, mais je pense surtout à la couleur et à la nature du drapeau américain qui change selon que les États-Unis d'Amérique sont en paix ou sont en guerre sur la planète. Il y a un drapeau pour la paix, un drapeau pour la guerre. Autant vous dire que celui qu'on connaît, c'est le drapeau pour la guerre, voilà, parce que ça fait un certain nombre de dizaines d'années, on va dire, que les États-Unis sont en guerre avec quelqu'un sur la planète. Et il y a 5 ou 6 ans maximum pendant lesquels ça n'a pas été le cas. Ah, c'est même pas ça, Yotta nous l'avait précisé, ils ont même pas 15 jours de paix en totalité. Alors voilà, donc oui, enfin ça c'est... C'est déjà un triomphe, 15 jours, ça fait 15 fois 24 heures, et chaque heure contient 60 minutes, et chaque minute contient 60 secondes. Vous imaginez le nombre de secondes? C'est un truc de fou, comme on dit. Alors, moi, il y a un truc qui peut être de l'ordre du chaos ou pas. Ce sont les climatologues qui effectuent le GIEC, qu'on a cité déjà tout à l'heure, hein, notamment avec Jean-Pierre Richard, qui nous en a parlé. Le GIEC qui nous dit attention, réchauffement climatique, il y a plein de choses qui se passent, faire attention. Problématique, c'est que malheureusement, le relevé de température, en particulier des océans, sur toute la planète, marque un net fléchissement de la température, donc un refroidissement, donc contradictoire avec la notion de réchauffement. Donc là aussi, la levée de rideau, ça peut être qu'à un moment donné, à force de dire soit des bêtises, soit des mensonges, ou un mélange des deux, les organisations comme le GIEC perdent forcément nécessairement leur crédibilité. Et qu'à ce moment-là, dès l'instant où les institutions perdent de leur crédibilité, eh bien, ça devient compliqué, quoi. Voilà. On a par exemple l'Organisation mondiale de la santé qui, elle aussi, se positionne comme le maître à penser de tout ce qu'il convient de faire en termes de gestion des pandémies et qui se propose d'ailleurs de prendre des décisions à la place des nations. Pour l'instant, ça n'est pas entériné. Par contre, qu'est-ce qu'on a? En levée de rideau sur cette rentrée, on a, à mon avis, un événement majeur. C'est-à-dire que c'est pas un laboratoire, c'est pas une société, c'est un pays. C'est pas un petit pays, puisque c'est le Japon. Et le Japon, il dit quoi? Il déclare l'état d'urgence. Attention, l'état d'urgence. Après qu'on ait retrouvé des nanobots, les petits robots, les nanorobots, dans le sang de 96 millions de vaccinés japonais, suite aux vaccinations. Alors ça, ce sont leurs études à eux. C'est leur laboratoire scientifique, etc. Mais je vois mal un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, venir faire des excuses sans avoir la preuve formelle de ce qu'il annonce. Et se mettre lui-même la tête sur le billot en disant, voilà, il s'est passé ça, ça et ça, on l'a pas vu venir, vous non plus d'ailleurs, on aurait pu le cacher, on aurait pu tout simplement ne pas en parler, hein, mettre sous le tapis, comme on dit, hein. Mais le Japon, le gouvernement japonais décide de parler, décide de faire acte de contrition et de se rendre en quelque sorte co-responsable de cette injection qui peut être considérée comme dangereuse, à minima, auprès de 96 millions de Japonais. Donc si le Japon le fait, demain ça peut être n'importe quel autre pays et par boule de neige, on peut arriver à une mise en accusation de tous ceux qui ont émis ces types de produits qu'on nous répand dans les veines. C'est pas quelque chose de léger, hein, c'est quelque chose de très lourd, et cette information, elle est vraiment pesante, quoi, hein. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que subitement là, dans le Donbass, vous savez que la guerre au Donbass, aujourd'hui, c'était une guerre de position. C'est-à-dire que chacun se regarde un peu en chien de fusil, avance de 10 mètres, recule de 10 mètres. Sauf qu'on savait que c'était aussi une guerre d'attrition. Une guerre d'attrition, c'est quand, à force d'usure, il y a le gros, le costaud qui va user le faible. Et le faible va se retrouver à un moment donné un petit peu à poil, comme on dit, hein. Bah, visiblement, on sait ce qui se passe, puisque les Ukrainiens partent faute de munitions, tout simplement. Ils ont plus de balles à mettre dans le fusil, figurez-vous. Alors ça peut paraître fou dans une logique de guerre qu'un pays ne soit plus en mesure d'approvisionner
en balles. Et pourtant, moi, je me souviens de cette réflexion dans un film que j'avais vu qui s'appelait Joyeux Noël, je crois, et qui parlait de la guerre de 14, et où des soldats qui se rencontraient de pays différents, il y avait un Anglais, un Belge et un Français, comparaient le nombre de cartouches auxquelles ils avaient droit par jour. C'est-à-dire qu'on était d'accord pour qu'ils aillent se faire tuer sur les boyaux, mais par contre, il fallait surtout pas qu'ils tirent une cartouche de trop, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas assez, pour être tout à fait clair. Alors, il y avait un contingentement, donc c'était soit 8 pour les Anglais, je vais dire 9 pour les Belges, peu importe, et les Français, c'était 7. Donc, c'était nous qui en avions le moins. Alors, je suppose que cette anecdote dans le film est entièrement authentique, car c'est le genre de choses qui ne peut pas s'inventer. Donc voilà, donc si les Ukrainiens sont peut-être dans le même cas, même si on leur prédit l'approvisionnement de matériel de guerre de toute nature. Alors on a parlé bien évidemment des F-16, de ces avions américains donc, mais qui sont sur des aérodromes qui sont rapidement repérés et tout aussi rapidement bombardés par les Russes qui ont tous les éléments pour aller vite et bien et fort et surtout très précisément, quoi. Ils sont pas obligés de massacrer tout le monde. Ils tirent à un endroit précis et ils obtiennent ce qu'ils veulent sur cette cible précisément. Donc voilà. Donc on est en train d'assister, je dirais, à une sorte de déroulement d'une guerre qui avait commencé avec le Donbass, qui continue avec le Donbass maintenant parce qu'il y a une avancée des Russes et qu'on ne sait pas ce que les Russes veulent faire une fois qu'ils auront conquis un certain nombre de terrains sur lesquels ils n'avaient pas de revendication au départ. Ils en ont d'autres, mais notamment la Crimée, notamment Mariupol et je sais plus quelle autre ville, Odessa. Mais est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas? On ne connaît plus leur stratégie. Tout ce qu'on sait, c'est que dans leur stratégie de départ, qui était une guerre limitée, donc ils ont appelé ça une opération spéciale, il y avait visiblement la conquête d'un terrain, c'est fait. Il a été conquis depuis le début. Là maintenant, ils ont, je dirais presque quartier libre pour rentrer dans l'Ukraine, ce qui est quand même paradoxal, puisque pendant que les Ukrainiens fuient le Donbass, les armées ukrainiennes, eh bien, les mêmes armées ukrainiennes vont pénétrer sur le terrain russe, du côté de Koursk en particulier, très probablement pour prendre en otage une centrale nucléaire qui se trouve à Koursk, mais qu'ils n'ont pas atteinte. Ils n'ont pas atteint ni la centrale nucléaire, ni leurs objectifs. Donc il y avait probablement un chantage potentiel à la clé qui aurait pu faire reculer les Russes, mais ça s'est raté aussi. Donc, comment tout cela va-t-il évoluer? Je crois qu'on est en plein au cœur du problème et que cette fin d'été va nous apporter un certain nombre de réponses. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça, messieurs? Moi, j'aurais juste parlé de la procédure de destitution qui est en cours, à laquelle on ne croit pas trop, évidemment, hein, par rapport au président de la République et à son grand manquement d'avoir nommé un Premier ministre. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, faut pas trop s'en réjouir parce qu'il faut rien attendre de nos politiques. Oui, Jean-Pierre? Alors, je me réjouis de l'attitude du gouvernement japonais et du peuple japonais d'avoir reconnu une erreur. Je trouve que cela appelle la célébration. Tout un peuple se rend compte d'une erreur et l'avoue publiquement. Et excusez-moi, mais je pourrais être amené à pleurer de bonheur. Merci d'avoir entendu. Oui, alors pour rebondir sur ce sujet-là, il est évident que les mêmes personnes qui font les aveux sont probablement celles qui, à un moment donné, ont cru, comment dirais-je, ont été rendues complices, en tout cas volontairement ou involontairement, de celles et ceux qui ont imposé toute cette logique de vaccination à travers le monde. Et certains pays ont répondu présent plus que d'autres. Je dirais, le Japon en a fait partie. Et comme l'Australie aussi, souvenons-nous de l'Australie qui est allée à fond dans la vaccination et qui a fait marche arrière de même façon que le Japon aujourd'hui semble faire marche arrière. Le mal est fait, je dirais. Alors il est fait partiellement, on verra après tout ce qui concerne les possibilités d'antidote. Hein. Je veux dire que ce qui a été injecté peut être annihilé d'une façon très précise, mais on n'en est pas encore là. Donc tout ça pour donner bien évidemment espoir à toutes les personnes qui ont été injectées. Il faut pas se paniquer non plus, hein. Il y a des choses à faire. Ces nanorobots, ils ont effectivement des particularités. On va pas rentrer dedans ce soir, quoique on pourrait. Hein. Et il semblerait qu'il y ait des interactions avec la 5G. Vous savez, cette fréquence qui nous permettra de faire beaucoup de choses et en particulier d'interagir avec l'être humain. De quelle façon, ça, tout n'est pas dit dans la chanson, comme on dit. Hein. Enfin, toujours est-il qu'il y a eu des choses qui ont été mises dans ces vaccins qui n'avaient strictement rien à y faire. Il serait bon que les fabricants de vaccins nous expliquent
pourquoi ils ont cru bon de les y mettre et pourquoi ils ont cru bon de ne pas nous en parler. Déjà, avec ces deux questions-là, il y a de quoi animer des procès, à mon avis. Hein. Voilà. Donc, et puis qu'est-ce qu'on disait? Oui, tu parlais de Monsieur Macron et du fait qu'il n'avait pas encore suivi son premier procédure de ministre. destitution qui est Voilà. à son encontre. Alors, procédure de destitution, ça c'est une demande qui est faite par Il suffit qu'il soit 58 députés en fait à se mettre d'accord pour enclencher cette destitution. 58. Ils viennent d'où ces députés? Je crois que c'est la France Insoumise. J'en suis même sûr certain. Il s'agit de Mélenchon et compagnie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, c'est l'équipe de Monsieur Mélenchon. Et consort. C'est consort. Oui, bah écoute, ils poussent leur pion, ils poussent leur logique. Moi, je comprends. Et je comprends d'autant mieux que les atermoiements de Monsieur Macron sont inexplicables. Je veux dire que c'est pas parce qu'on va voir 3 fois la même personne en lui posant 3 fois la même question qu'on va finir à la 3e fois de pas lui donner le poste, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je pense qu'il y a une volonté de gagner du temps. Pourquoi faire ça, je ne sais pas. Mais que cette rentrée dans le mois de septembre nous renseignera sur cette dilution du temps par le président de la République qui, comme il le dit lui-même, veut être certain qu'il fait bien les bons choix pour la France. Alors, on lui souhaite bonne chance parce que pour les choses précédentes, ça s'est pas bien passé. Donc, il serait bien qu'une fois dans sa vie, il fasse des bons choix pour la France. Mais on se demande quels sont ses choix et à quelle comment dire, directive ils obéissent, quoi, tout simplement. Et surtout, qui lui demande ces choix, qui les lui demande et qui veut quoi. Alors que nous savons très bien que les politiciens ne sont plus dans la boucle de la décision finale sur les choses importantes concernant un pays, que ce soit la France ou d'autres, hein, en tout cas l'Occident. Nous le savons. Donc, ils attendent des ordres, tout simplement, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer en haut lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe en haut lieu? Plein de choses. On a parlé de la, comment dirais-je, des élections du mois de novembre aux États-Unis. On pourrait parler de la guerre à Gaza. On pourrait parler de plein de choses. Hein. Voilà, la vaccination, bien sûr, également. Tout ça fait sens. Tout ça marche ensemble. Et nous sommes en train de vivre une époque assez exceptionnelle. Dans laquelle, eh bien, on s'aperçoit que nous avons été grugés depuis très longtemps, que grâce à un outil qui s'appelle Internet, eh bien, nous rentrons dans des moyens d'information qui sont très différents et beaucoup plus puissants, et que grâce à tout ça, eh bien, on est désormais dans la possibilité de tirer des droites et de relier les points. C'est-à-dire, tiens, bah, ça correspond à ça correspond à ça, etc. Et ce qui avait été prédit il y a tant d'années en arrière se réalise aujourd'hui. C'est pas que les personnes étaient devins, c'est que simplement elles ont lu certains écrits auxquels on n'avait pas accès auparavant. Voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre. Alors, merci. Chaque être choisit pour lui-même. Et un monsieur, quel qu'il soit, n'a pas à choisir pour la France, elle choisira pour elle-même. Ce monsieur, je l'invite à choisir pour lui-même. Parce que jusqu'à présent, je suis pas sûr qu'il ait vraiment choisi pour lui-même. Peut-être a-t-il choisi contre lui-même, contre la vie, contre sa propre vie, contre tout ce qui a de bon sens, comme peuvent le faire des gens qui sont submergés par des émotions violentes, on va dire. Voilà, la France choisit elle-même pour elle-même. Et la France, je le rappelle, c'est le rassemblement d'un peuple qui se reconnaît dans une devise. Je ne suis pas sûr que ce monsieur porte cette devise très haut dans son cœur. Nous sommes d'accord. Merci d'avoir entendu. Ce qui est amusant quand même, c'est d'entendre que Monsieur Macron se cherche de façon à trouver les bonnes décisions pour la France, alors que celui-ci, la France, eh bien, l'a totalement balayé, et à savoir, en plus, est en train de vendre notre patrimoine à l'étranger. Voilà, donc l'aime-t-il seulement? Ouais, s'il ne l'aime pas, on peut comprendre qu'il s'en débarrasse. Mais c'est pas sa propriété personnelle. On saura de lui faire remarquer et de lui rappeler. Alors moi, je pense aussi qu'il y a des choses importantes qui se passent dans les semaines qui viennent. C'est le lancement de la carte européenne de vaccination. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Elle est testée en Belgique, en Grèce, en Allemagne, en Lettonie et au Portugal. L'objectif de cette carte, c'est d'améliorer la continuité des soins dans toute l'Europe. Bien là, je répète, améliorer la continuité des soins dans toute l'Europe. Comme si les soins étaient discontinus dans l'Europe, c'est assez abscon tout ça. Hein. Et on y voit bien entendu un tremplin vers la vaccination obligatoire. Bientôt, il y aura une carte d'identité numérique avec tout dedans. C'est-à-dire que non seulement il y aura votre nom, prénom, adresse, etc., mais il y aura aussi tous les éléments de santé.
tout sera bloqué dans une même carte. C'est l'objectif final, évidemment, d'avoir une seule carte à mettre dans son portefeuille plutôt que 2 ou 3 ou 4. Plus la carte bleue comprise à l'intérieur, la carte Pourquoi grise de pas? la voiture, etc., évidemment. Hein. Bien entendu, bien entendu. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Je m'abstiendrai avec grand soin de penser ce qu'il va advenir, car je suis convaincu qu'il peut nous dériver des choses tellement merveilleuses que nous n'oserons même pas y croire. Voilà pourquoi je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela est manigancé et que certains individus veulent que ça arrive. Mais c'est pas parce qu'ils veulent que ça arrive que ça va arriver. Merci d'avoir entendu. On est descendu tellement bas qu'on peut pas y aller plus, donc forcément, il y a du bonheur qui arrive derrière. Ah, voilà, on est tous dans un optimisme prudent, voire même un peu discret. Mais je voudrais quand même signaler que le Quantum Financial System, QFS, pour ceux qui maîtrisent moins, des BRICS, vous savez qui sont les BRICS, ce sont les pays des BRICS qui sont derrière la Russie, la Chine, l'Inde et quelques autres pays qui mettent en place ce QFS. Ce QFS va permettre notamment de faire circuler l'argent sans qu'il y ait de possibilité de le prendre en otage, sans qu'il y ait possibilité de tricherie, etc., etc. Donc c'est un système de contrôle qui nous arrive d'ailleurs et qui est annoncé depuis un certain temps, et que ces BRICS auraient mis je mets au conditionnel, hein, mais auraient mis en place dès dimanche dernier, c'est-à-dire le 25 août. C'est-à-dire que c'est parti mon kiki, quoi. Ça existe. C'est pas simplement quelque chose dont on parle vaguement. Donc ça va dans le sens de l'optimisme que tu évoquais à l'instant, Jean-Pierre, et encore plus optimiste et plus opérationnel et surtout beaucoup plus humain. Les parents des enfants du Maryland. Vous connaissez le Maryland, c'est un des États des États-Unis sur la côte est. Riposte à toute l'obligation vaccinale faite aux bébés, aux nouveau-nés, etc. Hein, que nous avons hein, chez eux comme chez nous. Hein. Par quels moyens? Ils augmentent les exemptions religieuses d'injection pour leurs enfants. Ils passent par la clause de conscience, qui en vaut bien d'autres. Et la clause de conscience dit non, s'il y a à l'intérieur de ce vaccin des déchets humains, ce qui est le cas, hein, il y a des déchets humains dans tous les vaccins, ma clause de conscience m'interdit de me faire injecter. Alors, clause de conscience, là par contre, surtout aux États-Unis d'Amérique, toutes les autorités reculent d'un pas. Même s'il y a potentiellement, pas encore, mais ça peut venir, une obligation vaccinale dans les temps prochains. Avec ce type d'opposition, là, on atteint, je dirais, la conviction religieuse, on atteint tout simplement le spirituel, et c'est là que la bagarre va se gagner, chers amis. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Oui, j'aurais volontiers un commentaire. Nous parlons donc de religion, ce qui relie les êtres à la vie et les êtres entre eux. Et donc, je me félicite que je me réjouis vraiment que cette clause existe et que certains s'exercent à la faire appliquer. Voilà. Merci. Et que ça marche. Moi, je dirais une chose, les religions ne devraient pas exister, ça devrait tout simplement être un art de vivre qui devrait exister, par exemple celui de la démocratie, qui me paraît très bien. Ben voilà, la spiritualité, par contre, oui, ça c'est quelque chose de compatible avec la démocratie. D'ailleurs, les Grecs anciens avaient une spiritualité très développée. Parce que dans la démocratie, on essaye de manipuler personne. Hein. Dans la religion, moi j'y vois quand même pas mal de manipulation, la taxation de dans la religion, oui, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, on retourne l'arme contre l'envoyeur, quoi. Hein. C'est-à-dire que objection de conscience, il y a des choses humaines à l'intérieur du vaccin, je prends pas. Je prends plus. Voilà, parce que ma religion me l'interdit. Quand j'étais en vacances je me souviens en Écosse, j'étais avec ma tante sur les épaules. La tante, c'est-à-dire pour habiter, hein, pas ma tante. Et donc, il y a un monsieur qui passait par là et qui est venu discuter, j'ai rien compris. Mais il voulait que je saute sur son ventre pour tester je ne sais quoi, à pieds joints. Et il se couche par terre et il me dit, voilà, j'ai toujours rien compris. Et j'ai fini par me débarrasser de lui en lui disant que ma religion m'interdisait de lui sauter sur le ventre. Et là, je vais couper le sifflet. Là. Il a plié les gaules et je l'ai plus revu, quoi. Voilà. J'aimerais redonner un choix possible au mot religion. Soit on l'entend
dans le sens originel, à savoir ce qui relie, et ce qui, même la démocratie est un exemple parfait de ce qui relie les gens entre eux, même s'ils pensent différemment, la vraie démocratie. Ou alors on peut lui donner le sens péjoratif qui a été introduit volontairement pour perturber les gens et pour faire des guerres de religion. La religion, si c'est ce qui relie, moi je suis pour toutes les religions du monde, à condition qu'elles relient vraiment, qu'elles fassent leur boulot de relier les êtres entre eux et les êtres à la vie. Alors, on pourra faire un débat un jour au sein du CNTFCH sur la religion, et je vois aucun inconvénient, sachant que chacun l'aura compris parmi ceux qui nous écoutent, que ceux qui nous rejoignent de près ou de loin sont absolument dans la liberté totale de choisir la religion de leur choix, ou la spiritualité de leur choix, ou leur matérialisme de leur choix, ou leur, comment je dirais, ou l'anarchisme de certains, et que je ne citerai pas, et qui ont tout aussi bien le droit d'être anarchistes. Et voilà. Donc, on a une grande famille ouverte sur plein de choses. Il n'y a pas de dogme et il n'y a pas de gourou, et on s'empêchera jamais de discuter toutes les idées, y compris en contradiction à l'intérieur de nous-mêmes, si c'est nécessaire, et on résoudra ces contradictions à l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, c'est qu'on n'aura rien compris à la démocratie, ce qui serait dommage. Voilà. L'anarchiste que je suis va essayer de vous donner un peu de baume au cœur pour le week-end. Oui, d'accord, c'est la fin des vacances, mais il faut quand même voir le verre plein. Bah, il y aura encore du soleil ce week-end, il y aura encore des framboises de la famille, oui, de la famille, évidemment. Il y aura encore plein de bonnes choses dont on va pouvoir se délecter. Et puis surtout, la prochaine émission, et là je me trompe pas, hein, parce que la dernière émission, je me suis trompé, j'ai mis un petit truc de texte à la fin. Alors, priant de bien vouloir m'excuser. La prochaine émission du Conseil national de transition français Canal Historique, ce sera donc à partir le lundi 2 septembre. En attendant, nous vous souhaitons une excellente fin de vacances, une excellente fin d'été et un bon retour avec nous, le CNT, à partir de lundi. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci. Bonne soirée.